L'Afrique du Sahel est-elle enfin prête à briser ses chaînes? Ou s'agit-il d'une nouvelle illusion, un rêve condamné à l'échec? Avant d'aller plus loin, rendons hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la dignité et l'unité africaine. Des figures comme Thomas Sankara au Burkina Faso, Modibo Keïta au Mali, Sarah Mangou au Niger, Kwame Nkrumah au Ghana, Patrice Lumumba au Congo. Leur combat a semé les graines de la liberté. Sans leur engagement, l'Afrique n'aurait jamais pu rêver d'une souveraineté réelle. Ce devoir de mémoire est essentiel. Rappelons-nous, par exemple, le destin de Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain. Dans les années 80, il lance une révolution au Burkina Faso, prônant l'autosuffisance alimentaire, l'émancipation des femmes et la lutte contre la corruption. Son assassinat brutal, orchestré par des forces hostiles au changement, rappelle à quel point la souveraineté africaine dérange. Modibo Keïta, lui, proclame l'indépendance du Mali en 1960 et opte pour une économie socialiste, brisant les liens de dépendance avec l'ancien colonisateur. Sa politique audacieuse lui vaudra la prison et la mort en captivité. Sarah Mangou, la reine guerrière du Niger, incarne quant à elle la résistance contre l'envahisseur colonial. En 1898, elle défait les troupes françaises à la bataille de Lougu, devenant un symbole de courage pour les générations futures. Kwame Nkrumah, au Ghana, fut le premier à obtenir l'indépendance et à rêver d'une Afrique unie. Patrice Lumumba, au Congo, paya de sa vie son combat pour une réelle indépendance économique. Aujourd'hui, le continent, en particulier le Sahel, fait face à un tournant historique. Les peuples, désormais éveillés, refusent d'être de simples spectateurs. Ils réclament justice, sécurité, prospérité, dignité. Mais une question demeure. Qui saura répondre à cette immense attente? Cette interrogation n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs décennies, les Africains entendent parler de plans, de conférences, de sommets prometteurs. Mais combien de fois ces espoirs ont-ils été déçus? Souvenons-nous, par exemple, du rêve de la Fédération du Mali dans les années 60. Elle a échoué faute de consensus et sous la pression extérieure. Aujourd'hui, la situation est différente. L'urgence est palpable. L'avenir de la jeunesse sahélienne est en jeu, une jeunesse qui représente plus de la moitié de la population, avide de changement et d'opportunités. C'est ici qu'entre en jeu l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Plus qu'un sigle, c'est la promesse d'une plateforme conçue par et pour les Africains. Une confédération née pour rompre le cycle de la dépendance, dépasser les divisions et apporter des solutions africaines aux défis africains. L'AES porte l'élan d'une souveraineté qui ne soit plus un slogan, mais devienne une réalité vécue chaque jour. L'AES s'inscrit dans la lignée des grandes tentatives panafricaines. Rappelons-nous la charte d'Addis Abeba de 1963, qui a vu naître l'Organisation de l'Unité africaine. Mais là où cette organisation est souvent restée symbolique, l'AES veut incarner une rupture concrète, une mise en œuvre pragmatique et rapide des engagements. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Bazoma Baziye, président de la Commission nationale de la Confédération. Son engagement, son expérience et sa vision sont à la hauteur des enjeux. Il porte la voix d'une Afrique décidée à écrire elle-même son histoire, à s'unir contre les ingérences, à s'organiser pour la paix, la sécurité et le développement. Bazoma Baziye, ancien diplomate et militant panafricain, a vécu de l'intérieur les échecs et les espoirs des décennies précédentes. Son parcours l'a mené sur les routes du Mali, du Burkina Faso, du Niger et même d'Éthiopie, où il a rencontré d'autres leaders africains. Il sait que la réussite de l'AES ne dépend pas seulement de la volonté politique, mais aussi de l'adhésion populaire et de la capacité à transformer chaque engagement en actes concrets. Mais attention, le risque est immense. Si l'AES échoue, c'est toute une génération de jeunes Africains qui verra son espoir anéanti. Le rêve d'autodétermination et de dignité s'effondrerait, laissant le continent vulnérable aux divisions internes et aux puissances étrangères. L'avenir de l'Afrique, sa richesse, sa sécurité et sa dignité sont en jeu. Pour saisir l'ampleur de ce risque, évoquons le cas du Soudan du Sud.
Après une indépendance acquise dans le sang en 2011, le pays s'est rapidement enfoncé dans une guerre civile, faute d'institutions solides et d'unité nationale. Ce scénario rappelle que la victoire politique n'est rien sans la discipline collective et le dialogue inclusif. L'AES doit tirer les leçons de ses précédents pour éviter les mêmes erreurs. L'heure est donc grave, mais l'espérance demeure. Pour comprendre la naissance de cette confédération et ce qu'elle peut vraiment changer, restons ensemble. Plongeons maintenant dans les origines de ce mouvement historique et les promesses qu'il suscite. Comment l'idée d'une confédération sahélienne a-t-elle émergé dans ce contexte de tension et d'attente? Revenons sur les premiers pas de l'AES. Pourquoi la Confédération des États du Sahel n'est-elle pas un projet de plus parmi tant d'autres sur le continent? Pourquoi apparaît-elle, au contraire, comme la réponse à une urgence dont l'histoire ne pardonnera pas l'échec? Pour comprendre, il faut d'abord se souvenir. Depuis des générations, des femmes et des hommes se sont battus pour la dignité, la souveraineté et l'unité de l'Afrique. Thomas Sankara, Modibo Keïta, Sundiata Keïta, Sarah Ounia Mangou, Amani Diori, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, autant de noms qui portent un rêve jamais éteint, celui d'une Afrique debout, fière, maîtresse de son destin. La Confédération des États du Sahel s'inscrit dans ce fil conducteur. Sa naissance officielle remonte à la charte du Liptako-Gourma, signée à la mi-septembre de l'an 2023, lors d'une rencontre historique à Bamako. Mais tout s'accélère en juillet de l'an 2024, à Niamey, où 3 nations franchissent un seuil décisif. Elles signent un traité fondateur, transformant l'Alliance en une véritable confédération. Ce pacte scelle l'engagement solennel de peuples décidés à bâtir ensemble un espace de souveraineté réelle, loin des influences extérieures. 3 piliers structurent désormais l'AES, la défense et la sécurité commune, pour que les populations cessent de subir guerres et déstabilisations, une diplomatie unifiée, capable de porter haut la voix du Sahel, et enfin, un développement repensé pour transformer ressources et énergie en progrès partagé. Cette architecture repose sur un équilibre inédit, voulu pour durer. Prenons le pilier de la défense. La région du Sahel a longtemps été le théâtre d'interventions étrangères. En 2013, l'opération Serval, puis Barkhane, ont vu des milliers de soldats européens stationnés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pourtant, malgré l'ampleur des moyens, la sécurité n'a jamais été garantie. L'AES entend désormais bâtir sa propre force, composée de soldats issus des 3 pays, entraînés localement et dotés d'un commandement autonome. Cette force commune rompt avec la logique de dépendance militaire et donne la priorité à la connaissance du terrain et à la protection des populations. En matière de diplomatie, l'AES veut parler d'une seule voix sur les grandes questions internationales. Cela rappelle la démarche des pays scandinaves. La Suède, la Norvège et le Danemark ont, dès les années 50, mutualisé leurs efforts diplomatiques pour défendre ensemble leurs intérêts dans les forums mondiaux. Ainsi, le Sahel peut s'inspirer de ces modèles pour peser dans les négociations sur le climat, la dette ou la migration, en s'assurant que les intérêts africains ne soient jamais sacrifiés sur l'autel des puissances extérieures. Le développement, 3e pilier, implique une transformation structurelle. L'AES mise sur la création d'une banque d'investissement régionale, à l'image de la Banque asiatique de développement, qui a permis à plusieurs pays d'Asie de financer des projets d'infrastructures majeurs, sans dépendre des conditionnalités occidentales. La priorité est donnée à des secteurs clés: agriculture, énergie solaire, industrie de transformation. L'objectif est de rompre avec le modèle rentier basé sur l'exportation brute des matières premières pour aller vers une économie diversifiée et résiliente. Au sommet, le Collège des chefs d'État concentre la direction politique et la cohésion stratégique. À ses côtés, le Conseil confédéral des ministres orchestre la mise en œuvre des décisions. Une session parlementaire offre la parole aux représentants des peuples, tandis que les commissions nationales, véritables chevilles ouvrières, assurent le lien concret entre l'idéal confédéral et la vie quotidienne des citoyens. Le fonctionnement de ces institutions s'inspire d'autres grandes confédérations, comme la Suisse, où le partage équilibré des pouvoirs entre régions alimente la stabilité politique. À la différence de nombreuses organisations africaines,
l'AES a prévu que chaque commission nationale soit responsable devant le Parlement confédéral et que chaque décision majeure fasse l'objet d'une consultation populaire via des forums citoyens et des débats publics. Le rôle de ces commissions nationales est crucial. Elles suivent scrupuleusement l'application des décisions, relaient l'information entre institutions et populations, mobilisent l'implication populaire à chaque étape du projet. Surtout, elles travaillent dès aujourd'hui à esquisser la future fédération. Par leur action, l'AES veut éviter le piège du symbolisme creux, en enracinant chaque avancée dans la réalité vécue au Sahel. Par exemple, la Commission nationale de l'agriculture pilote actuellement un projet pilote de coopérative paysanne permettant à des villages du Niger et du Burkina Faso de mutualiser leurs semences, leurs équipements et leurs connaissances. En moins d'une année, cette initiative a permis d'augmenter le rendement moyen de certaines cultures vivrières de plus de 20%. Les résultats sont documentés, partagés lors d'assemblées populaires et servent de tremplin à des réformes plus larges. Ignorer le poids de cet héritage, c'est risquer de répéter les erreurs du passé, d'oublier les sacrifices et de manquer le rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus se permettre ni les divisions, ni la dépendance, ni l'ingérence qui l'ont tant freinée. Mais bâtir des institutions ne suffit pas. Un défi brûlant demeure. Comment l'AES peut-elle dépasser le formalisme et briser enfin les chaînes de la dépendance? Ce défi oblige à examiner les faiblesses structurelles qui ont miné tant d'initiatives africaines. L'histoire récente regorge d'enseignements cruels sur la difficulté de sortir du cercle vicieux de la dépendance. La liberté africaine, simple mythe ou réalité en gestation? Cette interrogation plane sur chaque sommet, chaque discours officiel. Mais derrière les drapeaux, la question du pouvoir africain se joue ailleurs, dans la capacité à briser un héritage colonial omniprésent. Plus de 60 années après les indépendances proclamées, de nombreux accords secrets continuent d'enchaîner l'Afrique aux anciennes puissances coloniales. Armées sous contrôle étranger, bases militaires permanentes, mainmise sur les ressources vitales, dépendance économique orchestrée, diplomatie surveillée. Les chaînes ont simplement changé d'apparence, pas de nature. C'est le syndrome du pacte colonial. Dans de nombreux pays, les contrats miniers, les accords de défense ou les conventions monétaires lient encore les économies africaines à l'Europe. Au Mali, par exemple, la gestion de la monnaie CFA a longtemps été décidée à Paris. La France disposait d'un droit de veto sur les grandes orientations économiques, freinant toute initiative de réforme profonde. Dans ce théâtre d'ombre, deux grands types de dirigeants africains émergent. D'un côté, les prudents, ceux qui se contentent d'une indépendance de façade, préservant leur pouvoir au prix de concessions pesantes. De l'autre, les insoumis, à l'image de Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Modibo Keïta, qui ont réclamé une souveraineté véritable. Leur sort, souvent tragique, révèle la brutalité de l'affrontement. Assassinats, coups d'État, exil, fréquemment orchestrés avec l'appui d'intérêts étrangers. Aujourd'hui, les chefs d'État de l'AES avancent sur une ligne de crête. Leur audace suscite l'espoir, mais aussi la peur. Menaces d'isolement, tentatives de déstabilisation, voire danger de mort. Pour des peuples lassés de promesses trahies, ce courage rallume la flamme, tout en rappelant les risques extrêmes. Dans ce climat, les grandes institutions régionales comme la CEDEAO ou l'Union africaine subissent une défiance croissante. Beaucoup les accusent d'être déconnectés du peuple ou de servir des logiques étrangères. Loin de soutenir la rupture, elles semblent parfois freiner l'élan venu de la base. Prenons l'exemple de la crise politique au Niger en 2023. Alors que la population demandait un changement radical, la CEDEAO a menacé d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre ancien, au lieu d'écouter les revendications populaires. Cet épisode a renforcé l'idée que les institutions régionales sont parfois plus proches des intérêts extérieurs que de ceux des peuples. C'est ici que l'AES propose une rupture. Un espace ouvert à la coopération, mais intransigeant sur la souveraineté, la justice et l'égalité. Chaque décision est censée répondre à la volonté populaire et à la construction d'institutions libérées de toute manipulation extérieure. Refuser les pressions, c'est courir le risque de l'isolement,
mais aussi ouvrir un chemin que beaucoup d'Africains espèrent depuis toujours. Ce modèle rappelle celui des pays du sud-est asiatique, qui, dans les années 70, ont refusé d'entrer dans les blocs de la guerre froide. L'ASEAN, par exemple, a bâti sa propre voie, privilégiant la coopération régionale et la neutralité. Aujourd'hui, ces pays sont devenus des acteurs incontournables de l'économie mondiale. Le pari est immense. Si la rupture avec la dépendance échoue, tous les progrès resteront illusoires et une nouvelle génération sera sacrifiée sur l'autel d'intérêts étrangers. Mais si la marche tient, alors l'Afrique pourra, pour la première fois, écrire son histoire avec dignité et fierté. Mais comment l'AES compte-t-elle transformer cette ambition en actes concrets? La réponse se construit déjà sur le terrain, entre volonté populaire et nouvelles alliances. L'avenir de la Confédération des États du Sahel soulève une question brûlante. Assiste-t-on à un mirage ou au vrai départ d'un renouveau africain? Un an après la fondation de l'AES, l'incertitude et l'espoir s'entremêlent. Le bilan pourtant frappe les esprits. En l'espace de 12 mois, l'AES a posé des jalons concrets pour transformer la région. La création d'une banque commune d'investissement et de développement n'est plus une chimère. Le projet a débuté. Partout, des chantiers ferroviaires et routiers s'étirent sur des centaines de kilomètres, promettant enfin des liaisons directes entre les capitales. Le passeport et la carte biométrique AES vont entrer en circulation, incarnant une identité partagée et la volonté de fluidifier les déplacements. La sécurité aussi change de visage. La force unifiée déployée sur le terrain agit comme un premier rempart, preuve que la promesse d'une sécurité assurée par et pour les Africains commence à prendre forme. Prenons l'exemple du corridor ferroviaire Bamako-Ouagadougou-Niamey. Annoncé depuis des décennies, ce projet semblait irréalisable. Mais sous l'égide de l'AES, les premières locomotives ont été achetées, les rails posés en un temps record. D'ici la fin de l'année, les premiers convois de marchandises relieront les 3 capitales en moins de 24 heures, contre plusieurs jours auparavant. Ce gain de temps et d'efficacité changera la vie des transporteurs, des commerçants et des familles. Mais la véritable bataille se joue au-delà des bureaux ou des casernes. Dans les quartiers des grandes villes comme dans les villages reculés, les premiers signes d'appropriation populaire émergent. Des conférences régionales rassemblent la jeunesse et les leaders communautaires, tandis que des forums citoyens donnent la parole aux habitants. On y échange sur les attentes, les espoirs, mais aussi les doutes et les critiques. C'est la preuve que l'AES devient un projet incarné, vivant, porté par ceux qu'il concerne au premier chef. Au Burkina Faso, par exemple, un groupe de jeunes a lancé l'initiative AES dans nos écoles, destinée à sensibiliser les élèves à l'histoire de la région, aux enjeux de la souveraineté et à l'importance de la solidarité régionale. Ces ateliers, organisés dans plus de 50 établissements, ont permis de recueillir des centaines de propositions d'élèves pour améliorer le fonctionnement de la Confédération. Cependant, l'élan collectif reste fragile. La corruption, l'abus de pouvoir, des lenteurs administratives ou le harcèlement aux frontières freinent les avancées. Les vieilles habitudes, l'esprit de rente et l'opacité menacent de miner chaque progrès. Rien n'est acquis. Le cas du Nigeria, géant économique du continent, illustre ce danger. Malgré une croissance soutenue, la corruption endémique a freiné le développement des infrastructures et sapé la confiance des citoyens dans l'État. L'AES doit impérativement éviter ce piège en instaurant des mécanismes de contrôle citoyen et de transparence à chaque étape. Face à ces écueils, une exigence s'impose: discipline, rigueur et formation, aussi bien pour les dirigeants que pour chaque citoyen. L'AES ne doit pas rester un logo ou une formule sur du papier, mais devenir un levier réel de souveraineté. Cela suppose d'apprendre, de débattre, de veiller, d'exiger des comptes, mais aussi de respecter la règle commune et de s'engager sur la durée. Des formations civiques sont désormais organisées dans plusieurs localités, où l'on apprend aux citoyens à lire un budget communal, à participer à des audits publics ou à signaler les dysfonctionnements. Ce type d'initiative, inspirée des mouvements citoyens d'Asie du Sud-Est, permet de renforcer l'esprit de responsabilité collective. Les scénarios pour la suite restent ouverts. Le meilleur serait une consolidation progressive,
porté par l'implication populaire, gage de la profondeur et de la pérennité des réformes. Les États deviendraient plus solides, les coopérations locales s'intensifieraient et l'Afrique s'imposerait enfin sur la scène mondiale. Le pire, une récupération du projet par des élites coupées du peuple ou des puissances extérieures, la démobilisation citoyenne, voire l'éclatement sous la pression d'intérêts divergents. Dans ce cas, l'AES ne serait qu'un mirage supplémentaire et les rêves d'unité sombreraient à nouveau. Tout se joue maintenant. Si la population ne s'approprie pas le projet, elle en perdra tôt ou tard le contrôle. Le prix de cet échec serait immense, perpétuer la dépendance, l'instabilité et le déclassement du continent pour une génération de plus. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. Les prochains mois décideront si l'AES devient un modèle panafricain ou un rêve brisé. La souveraineté ne s'impose pas d'un décret. Elle se forge, patiemment, dans la discipline et par l'exemple. Le Sahel moderne l'a appris à ses dépens. Sans organisation ni vigilance, aucune conquête ne tient, aucun rêve ne survit à l'usure du temps. Scander des slogans ou partager des discours en ligne ne suffit plus. Pour que la Confédération des États du Sahel s'enracine, chaque soutien local doit être éduqué, structuré, discipliné. Cela signifie s'informer sérieusement, bâtir des réseaux solides dans chaque quartier, village, école. La souveraineté exige des actes concrets de la part du plus grand nombre. La responsabilité collective commence à la base. Refuser la manipulation, dénoncer les abus, créer des comités citoyens pour suivre et évaluer les projets de l'AES. Il faut dépasser l'émotion pour entrer dans la construction rigoureuse de notre destin. Sans engagement quotidien et discipline partagée, la division et la récupération menacent à chaque coin de rue. Ceux qui prétendent représenter le peuple doivent montrer l'exemple. Agents de l'État, responsables associatifs, figures médiatiques ou religieuses, tous ont le devoir d'être irréprochables. Fraude et corruption ne sont plus tolérables si l'on veut restaurer la confiance et crédibiliser l'AES. Dire la vérité, même quand elle dérange, devient un impératif. Le danger est réel. Détournement d'objectifs, récupération politique, usage abusif du logo de l'AES pour des intérêts douteux. Ces dérives sapent le mouvement de l'intérieur. À la moindre trace d'opportunisme, la riposte doit être rapide, ferme et publique. L'élan de l'AES ne peut rester confiné au capital ou aux élites. Le dialogue doit s'élargir. Conférences, débats publics, consultations jusque dans les hameaux les plus reculés. Communautés rurales, femmes, jeunes, travailleurs de tous horizons doivent être associés, écoutés et impliqués dans la prise de décision. C'est ainsi que l'AES deviendra un projet populaire et résilient. La diaspora africaine a un rôle vital à jouer. Mobiliser compétences, ressources, idées, mais aussi veiller à ce que la cause ne soit jamais détournée pour des intérêts privés. L'implication active des Africains de l'extérieur est un rempart contre l'isolement et les manipulations. Prenons l'exemple du Forum panafricain de Paris, où des centaines de jeunes issus de la diaspora ont récemment lancé un fonds de soutien à l'AES, récoltant plus de 100 000 € pour financer des projets éducatifs au Niger et au Burkina Faso. Cette mobilisation prouve que la diaspora peut être un moteur décisif pour le développement régional. Vigilance et courage s'imposent à tous les niveaux. Il faut poser les questions qui dérangent, protéger les lanceurs d'alerte, refuser l'omerta, ne jamais céder à la peur ni à la lassitude. La discipline collective n'est pas une contrainte. Elle est une arme qui protège le rêve contre les attaques internes et externes, garantissant crédibilité et efficacité. N'oublions jamais, sans discipline, la division gangrène tout, sans vigilance, les intérêts privés infiltrent et détournent le projet. Le risque est immense, voir l'AES réduite à un symbole vidé, servant d'alibi à l'enrichissement de quelques-uns, ou sombrer dans l'anarchie faute de règles claires. Chacun de nous a le devoir de refuser ce scénario. L'Afrique n'a plus le luxe de l'attente ni de l'hésitation. L'heure du choix a sonné. À chaque niveau, chacun détient une part de responsabilité. Par l'exemple, par la vigilance, par l'engagement quotidien, nous pouvons transformer la parole en acte et faire du rêve de souveraineté une réalité durable. Mais si la discipline collective est la condition d'un succès durable, elle ne suffit pas seule.
D'autres forces, plus insidieuses, menacent la souveraineté de l'AES. La pression étrangère, la guerre de l'information et les tentatives de déstabilisation. L'Afrique du Sahel n'attend plus. Le temps des discours est révolu, celui de l'action a sonné. Qui, aujourd'hui, saura relever l'héritage, embrasser le combat et choisir le camp de la Renaissance? Rester spectateur, c'est livrer l'avenir de l'Afrique aux intérêts étrangers. C'est accepter que d'autres écrivent notre histoire, exploitent nos richesses et dictent notre destinée. Mais agir, c'est retrouver le pouvoir, la dignité et l'honneur de nos aïeux. La Confédération des États du Sahel n'est pas un rêve lointain. Elle incarne la rupture avec la soumission, la convergence de volontés africaines. Ses racines plongent dans les luttes de Sankara, de Modibo Keïta, de Sundiata, de Kwame Nkrumah, de Lumumba et de tant d'autres héros qui ont offert leur vie pour un avenir de liberté. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, des actes concrets voient le jour. Des routes et des chemins de fer relient les peuples. Une banque d'investissement finance nos propres ambitions. Des passeports et cartes biométriques facilitent la libre circulation. Une force de sécurité unifiée protège notre intégrité. Ce ne sont pas de vaines paroles, mais des avancées tangibles. L'AES pose ainsi la première pierre d'une souveraineté authentique, bâtie sur la volonté populaire et l'effort partagé. Mais cette œuvre ne peut aboutir sans l'engagement de tous. L'unité n'est pas une injonction, elle se construit chaque jour dans la discipline, la solidarité et le refus de la division. La tentation de l'inaction demeure forte. L'histoire récente regorge d'initiatives étouffées par la peur, la corruption ou la manipulation extérieure. Aujourd'hui, chaque Africain, chaque Sahélien tient entre ses mains le pouvoir de refuser la passivité, de bâtir cette nouvelle ère et de faire reculer la fatalité. La responsabilité ne repose plus uniquement sur les dirigeants, mais sur chacun, jeunes, femmes, anciens, diaspora. Car seule la vigilance citoyenne, l'engagement quotidien et l'élan collectif permettront à la Confédération de surmonter les obstacles, de déjouer les pièges et de servir le bien commun. Ce n'est pas un slogan, mais un appel. Partagez cette vision, confrontez-la, critiquez-la, mais surtout, portez-la à ceux qui doutent, hésitent ou peinent à croire que le changement est possible. Chaque voix compte, chaque main tendue pèse, chaque pas en avant rapproche de la victoire. L'Afrique du Sahel se tient à la croisée des chemins. Soit nous restons spectateurs et laissons d'autres écrire notre histoire, soit nous nous levons, ancrés dans nos racines, portés par notre destin, et imposons au monde une trajectoire nouvelle, digne de nos ancêtres et de nos enfants. Le choix appartient désormais à chacun. Le futur se construit aujourd'hui et non demain.